Bonjour tout le monde. C'est donc l'heure de faire le bilan de notre série de 30 vidéos du cours d'introduction à la chimie quantique. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous faire une vidéo où je vais repasser en fait rapidement sur les différentes notions que l'on a vues. Cette vidéo en soi n'a pas pour but d'être la seule vidéo à regarder. C'est-à-dire que je vais vraiment faire référence aux vidéos. Ça permet de réviser. Par contre, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, ça risque d'aller être un peu vite et de ne pas vraiment être un exercice ultra pédagogique. Mon but, c'est plutôt de faire une fiche de révision. Et voilà, on a vu ça dans tel épisode, etc. Donc ça va aller assez vite. Et on va donc repasser sur les notions les plus importantes, ou en tout cas qui forment un ensemble cohérent sur les 30 épisodes. On passe en mode diaporama et on se retrouve juste après. Nous en sommes donc au bilan, au résumé du cours. À partir de là, nous avons commencé par une introduction historique, les épisodes de 1 à 3. Avant d'arriver à l'équation de Schrödinger, l'humain a d'abord appris à connaître la matière. D'accord ? La chimie, c'est la science de la matière, donc ça repose en fait sur des connaissances empiriques. L'image de l'arbre, qui serait l'histoire de la chimie, a des racines empiriques, en fait expérimentales, que ce soit le travail des métaux, le travail d'extraction de matières premières, de pharmacopée, tout ce qui, de la cuisine par exemple, la fabrication de la poterie aussi, tout ça, ça forme des connaissances empiriques sur la matière et sa transformation. On arrive à peu près 500 ans avant notre ère à la naissance de l'alchimie, que ce soit en Chine ou chez les Grecs, avec l'idée de certains éléments. Donc les 4 éléments grecs, ce serait l'eau, la terre, l'air et le feu, qui se combinent pour fabriquer toute la matière. Alors, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Mais ça, on va mettre beaucoup de temps avant de le comprendre. Pendant plus de 2000 ans, la théorie est maintenue, même si très vite, il y a des gens qui savent que ça ne marche pas. Mais on n'a rien de mieux. En 1661, arrive le scepticisme, le doute rationnel, on va dire, l'équivalent du doute rationnel publié, où clairement, la théorie des 4 éléments, la somme des preuves qui démontrent qu'elle est vraiment trop limitée comme théorie, commence à devenir grande. On a un fort appel de la communauté pour transformer cette théorie. Mais il faudra encore de nouveau presque une bonne centaine d'années, avec l'arrivée de balances de précision et plus d'expérience, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de données et que des personnes proposent un changement. C'est-à-dire qu'on garde l'idée d'éléments chimiques, mais ce n'est pas l'air, la terre, le feu et l'eau, mais on a cassé l'air en oxygène, en hydrogène, en gaz carbonique, et la terre se retrouve aussi cassée, etc. Donc là ici en fait on a une première liste d'éléments et on a une réécriture de la nomenclature chimique. On va plus parler de vitriol, etc. On va plutôt essayer de dénommer les éléments chimiques qui constituent le composé, ainsi que ses propriétés chimiques importantes comme l'acide sulfurique. C'est donc un acide qui a du soufre et un certain nombre d'oxygène, d'où on dirait sulfurique, sinon ce serait sulfureux, etc. À partir de là, l'idée d'éléments chimiques sera, on est donc là au début du 19e siècle, va être, ou à la toute fin du 18e siècle, donc petit aide-mémoire, Lavoisier, qui est un peu à la base de la nomenclature et de la chimie moderne, on lui a coupé la tête à la Révolution française parce que il était en fait, il travaillait à l'équivalent du ministère des Impôts. Mais l'idée d'éléments chimiques va être renforcée avec l'idée de poids commun. C'est-à-dire que dans les formules chimiques, l'eau, ce sera toujours H2O et ce sera toujours un multiple. On s'est sérieusement posé une question, à un moment, on pouvait écrire H1,2, etc. Parce qu'on avait juste des poids de gaz, ou des volumes de gaz plutôt. Et en fait, donc, revient l'idée de particules qui seraient associées à
chaque élément chimique, et on aurait donc une particule hydrogène fondamentale qu'on appellerait l'atome d'hydrogène. Et la chimie, c'est juste de la recombinaison entre éléments. Mais plutôt que ce soit de l'eau, de la terre, du feu, c'est une combinaison entre atomes. On a mis un moment avant de se mettre d'accord sur des poids, c'est-à-dire quel est le poids. Autant l'hydrogène, très vite, il a été associé comme le plus petit, le plus léger, mais pour les autres, c'était pas facile parce que comme on n'avait pas non plus les formules brutes, on ne savait pas que l'eau, c'était H2O, on pensait que c'était HO, ça semblait plus facile, plus évident, mais en fait, c'était pas comme ça. Et donc, il y avait des erreurs et il n'y avait pas un consensus. En 1860, premier congrès de chimie, cette discussion commence à vraiment faire consensus. Et d'ailleurs, on commence à s'améliorer sur la qualité de nos analyses en chimie. On a de la spectroscopie qui arrive, donc on commence à voir plus d'éléments. Il y a des trous, et il y a quelqu'un qui va proposer un tableau périodique avec des trous, avec des inversions, en fait, et donc on a le tableau périodique de Mendeleïev. On est donc là autour de 1870. Entre 1870 et 1900 vont arriver une vision statistique, parce qu'il y a l'idée de mol, parce que les atomes et les molécules sont très très petites, donc on va faire des stats, et donc ça c'est la thermochimie et cinétique chimique, des moments très importants pour la chimie. Mais pour nous, sur le modèle atomique, la prochaine révolution, c'est à la fin du 19e siècle, arrive la particule électron, qui n'est pas dans le tableau périodique, qui est commun à tout le monde, et en fait, le concept d'atome n'est plus cette particule incassable. Ça devient en fait quelque chose qui est composé et d'électrons et de charges positives. On va travailler sur le modèle atomique, on va comprendre que les noyaux sont au centre, que les électrons sont autour. Oui, mais comment? Est-ce qu'ils sont n'importe comment, etc. Et on va changer de point de vue. Plutôt que d'imaginer un électron comme une particule, quelque chose qui serait un point, en fait, on va utiliser une approche ondulatoire. On va considérer que l'électron a un territoire qu'il occupe, et on va plutôt regarder la densité électronique. À partir de là, en fait, on va écrire la position de l'électron avec une fonction d'onde. C'est-à-dire que maintenant, ce sera une onde et pas juste un point. Ça ne veut pas dire que l'électron n'est qu'une onde. D'accord, hein? C'est qu'il a des caractères ondulatoires et des caractères corpusculaires. À partir de l'équation de Schrödinger, on va voir qu'on va être bloqué. On ne peut pas traiter correctement les systèmes à plusieurs électrons. On va donc faire des approximations. Des approximations qui seront notamment chaque électron avec sa propre fonction, et les fonctions un peu complexes entre atomes, on va en fait faire des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et donc ça, c'est toute la deuxième moitié du cours avec les diagrammes d'orbitales moléculaires, avec notamment une mise en avant des orbitales frontalières, la plus haute occupée, la plus basse vacante, qui nous permet à ce moment-là de comprendre la géométrie des composés, leur réactivité, etc. Bien. Alors si jamais vous voulez retravailler sur la partie historique, je vous encourage à aller vous inscrire sur Chronosciences, aller jouer en fait sur chronosciences.unif-angers.fr. D'accord, c'est gratuit, c'est disponible. C'est une version qui est encore en bêta test, alors n'hésitez pas à faire remonter si vous voyez des erreurs, des coquilles, d'accord, et donnez votre avis de manière générale. C'est un jeu sérieux qui est en construction encore. Bien. Et donc, épisode 4 à 6. L'électron, c'est pas un point. Ou en tout cas, c'est pas que ça. Le côté ondulatoire de la matière existe, et pour les particules de la taille d'un électron ou d'un noyau, ou en fait à l'échelle vraiment atomique, eh bien le caractère ondulatoire n'est absolument pas négligeable. Hein? Donc je répète, hein, c'est pas soit un électron, soit une onde, soit une particule, c'est qu'en fait les particules quantiques sont petites, elles ont un comportement que l'on a du mal à appréhender. Parce que nous, nos yeux, notre cerveau est fait pour comprendre ce que l'on voit de nos yeux dans le système macroscopique. Et donc un électron, en fait, on peut les projeter sur des plaques et on les voit, mais on sait aussi qu'ils peuvent diffracter entre eux, qu'ils peuvent faire des interférences comme une onde. Et
l'équation de Schrödinger, en fait, on va mettre en avant le côté ondulatoire parce qu'on veut comprendre où il se situe dans les molécules, et dans ce cas-là, le côté corpusculaire serait une erreur. Ce serait beaucoup trop limité. Le mieux, honnêtement, pour dire moins de bêtises, ce serait donc d'utiliser une approche ondulatoire. Et donc, il s'agit de l'équation de Schrödinger, où on a un opérateur mathématique qui décrit le système, qui va agir sur une fonction que l'on est en train de rechercher, et en fait, quand on fait agir la fonction, enfin l'opérateur sur la fonction, si c'est une bonne fonction, si elle est solution, on obtient de l'autre côté de l'égalité l'énergie de cette fonction-là, donc l'énergie propre associée à cette fonction, ainsi que de nouveau la fonction. Donc c'est un problème un peu particulier, c'est un problème aux valeurs propres, et on a pris un peu de temps pour essayer de, au départ, sur un système fictif, c'est-à-dire on a pris juste un électron, on n'a pas pris de noyau, on l'a mis dans une boîte en fait, on l'a mis dans un segment, il peut aller que de 0 à 1, là si j'avais pris une taille de 1, mais là de manière générale sinon on avait choisi une taille arbitraire de A, donc là ici A serait égal à 1 par rapport à la représentation qui est ici. Et quand on bloque et on dit, ben voilà, tu ne peux aller que entre 0 et A, ou 0 et 1, eh bien toutes les fonctions ne sont plus possibles. Il faut absolument qu'elles soient 0 à 0 et 0 à 1, et à l'arrivée des conditions limites, et le fait qu'en plus on veut que l'air sous la courbe soit normalisé, eh bien on n'a donc que quelques fonctions, il y en a une infinité, mais que quelques fonctions qui dépendent d'un nombre quantique. Et ce sont que des sinus qui dépendent d'un nombre quantique n. Donc la mécanique quantique, il y a des nombres quantiques dans les solutions, mais ce n'est pas parce qu'elle est dans l'équation de Schrödinger. C'est parce que pour ce système-là, les seules fonctions qui sont solutions, donc les fonctions propres du système, ont des énergies et des fonctions qui s'écrivent en fonction de certains nombres. Et des nombres entiers. Et donc on a travaillé quand même sur 2 épisodes, puis on a refait après dans le contrôle continu, etc. C'est revenu plusieurs fois. C'est la première fois que vous pouviez voir qu'est-ce que c'est que la quantification. Qu'est-ce que c'est qu'un état, en fait, quantifié. On a été capable de reproduire le premier état, deuxième état, troisième état. Donc ça c'est l'intérêt, c'est que quand on fait l'équation de Schrödinger, on n'a pas juste l'état fondamental, on a aussi tous les états possibles, qui sont plus ou moins hauts en énergie. On va donc dire que ce sont des états excités. Et potentiellement, si on faisait venir de la lumière, cet électron pourrait passer d'un état à un autre, et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas d'état possible. Pour un atome, le système est un peu plus complexe. Déjà d'une part, il y a un noyau aussi. Donc il va y avoir un système d'attraction électron-noyau, et donc il va y avoir une partie qui est potentielle. Alors que tout à l'heure, en fait, dans le puits, eh ben, il n'y a pas de potentiel entre 0 et 1, il y a un potentiel infini à l'extérieur, donc en fait l'électron est libre dans son territoire. Mais ici, non, il a une énergie cinétique, donc c'est la partie en fait HE là, la partie cinétique, il va y avoir la partie cinétique du noyau et la partie potentielle électron-noyau. Donc à partir de là, en fait, on a donc le terme d'énergie cinétique du noyau, de l'électron, du noyau et l'interaction électron-noyau. Or là, la dérivée seconde, là, l'opérateur laplacien, en système sphérique, puisque le noyau est au centre des coordonnées et en fait on a pris le système sphérique, eh bien ça rend beaucoup plus complexe la résolution. Alors première chose que l'on peut faire, c'est appliquer l'approximation de Born-Oppenheimer. C'est-à-dire que les noyaux sont très lourds. Le plus petit des noyaux, par exemple un proton, c'est 1836 fois plus lourd qu'un électron. Donc, par exemple, l'hydrogène est déjà beaucoup plus lourd que l'électron, et tous les autres noyaux sont de plus en plus lourds par rapport à un électron. Donc c'est une approximation qui est raisonnable. Ça veut dire que l'énergie cinétique des noyaux, on peut la considérer comme nulle. Par contre, ça ne veut pas dire que les interactions où il y a entre électrons et noyaux ou entre noyaux sont nulles. Ça veut dire que par contre, les positions des noyaux, eux, sont fixes et ne sont plus des inconnus. Des variables. Mais voilà.
Donc là, ici, on a simplifié par l'équation de Born-Oppenheimer. Alors, à partir de là, c'est un système sphérique et on a 3 coordonnées. On a R, qui est la distance au noyau, θ et φ, qui sont des coordonnées angulaires. Eh bien, on commence par séparer, dans la résolution, séparer dans la fonction d'onde, la partie radiale de la partie angulaire. En fait, on va d'ailleurs commencer par traiter la partie angulaire, puis après la partie radiale. On a fait plusieurs exercices avec un TD, donc épisodes 11 et 12, sur comment se représentent les fonctions d'onde et les évolutions radiales. Donc on a des systèmes qui sont en fait des fonctions qui dépendent d'une distance au noyau et qui ont une forme en 3D. Donc là, on va juste regarder l'évolution radiale. Alors, les fonctions d'onde ont une expansion spatiale, mais à terme, ils tombent toujours à 0. C'est-à-dire que à chaque fois, toutes les fonctions d'onde tendent vers 0. C'est-à-dire que plus tu t'éloignes du noyau, plus la fonction devient nulle, et donc tu ne trouveras jamais l'électron à ce moment-là. En fonction du nombre quantique n, d'accord? Donc on aura, par exemple, la 1s, c'est la plus proche du noyau. Elle commence intense près du noyau, puis elle tombe très vite à 0, c'est la courbe bleue. Puis les 2s et les 3s, elles vont de plus en plus loin. Donc là, ici, on a quelque chose qui est intense, puis devient négatif et tend vers 0. Et pour la dernière, c'est moins intense, négatif, et tend vers 0 encore plus loin. Et plus n augmente, plus on va retrouver la fonction qui va aller le plus loin possible. Et en fait, la valeur de n est quelque part proportionnelle, ou en tout cas est liée à la distance au noyau. Puis, on a aussi les fonctions p et d, d'accord, qui auront des évolutions radiales un peu différentes. Donc là, c'est la fonction d'onde. Mais ce qui va être le plus important, c'est pas de regarder forcément la fonction d'onde, mais la densité électronique. C'est-à-dire le lien entre la fonction d'onde et la densité, d'accord, c'est la fonction d'onde au carré. Donc là, en gros, on va prendre la partie radiale au carré. La partie angulaire, on va l'intégrer et ça va être en fait un chiffre, une valeur, d'accord, là, c'est une valeur numéraire. Et ici, on va aussi multiplier par R2. Et ça vient de l'élément de volume en coordonnées sphériques. Et à cause du petit R2, ici, qui, quand R est égal à 0, vaut 0, on a toujours la densité dans le noyau qui est nulle. Il n'y a jamais d'électrons dans le noyau. Et maintenant, on observe un peu mieux la répartition spatiale des électrons. Déjà, d'une part, la densité est toujours positive. Donc, quand la fonction d'onde, elle passait du positif au négatif au positif, les négatifs, ça redevient des positifs. Par contre, quand c'est 0, c'est 0. Donc là, on voit par exemple ici que la courbe orange, elle est 0 à cet endroit-là. C'est parce que la fonction d'onde, elle était positive, puis là, elle devient négative. Mais négatif, c'est bien une densité à la fin qui est positive. Okay. En fait, en gros, on voit que là, pour n est égal à 1, pour la 1s, il y a une seule bosse, il y a 2 bosses pour la 2s, il y a 3 bosses pour la 3s. Et que le maximum de densité électronique, là où on voit qu'il y a le plus de densité électronique, c'est le plus loin. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire c'est sur la dernière bosse. Pour la 2p, il n'y a qu'une seule bosse. Pour la 3p, il y aura 2 bosses. Et la bosse la plus importante, c'est celle de l'extérieur. Ce qui veut dire que la chimie se fait non pas près du noyau, mais bien à la couche extérieure. C'est-à-dire que quand un atome va rencontrer un autre atome, c'est sur la densité vers l'extérieur, le plus loin possible, et il va garder la densité électronique qui est près de lui comme des électrons de cœur. Ainsi, après, nous avons travaillé sur la représentation de ces orbitales. Nous avions vu que pour n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, il pouvait y avoir des plans nodaux radiaux. C'est-à-dire que là, dans une 3S, en fait, comme on a des changements de signe, il y a des zones où la densité est nulle. Mais la chimie se fait sur la dernière, la couche là, au-dessus, qui a la forme d'une 3S, qui est une sphère, qui a la même forme qu'une 2S, mais qui est plus grande.
alors on va toujours dessiner les orbitales s, que ce soit une 1s, 2s ou 3s, comme juste une sphère. Les orbitales p, c'est pareil. Les orbitales p, ce sont deux lobes, mais quand on regarde une 3p ou une 4p, il y a des changements de signes à l'intérieur. Sauf que la chimie d'une orbitale p se fait là, sur la bord en haut, là où il y a le gros champignon, on va dire. Et d'où on va dessiner une orbitale 2p, 3p, 4p, toujours de la même manière. Je rappelle que la convention, le mieux pour représenter une orbitale p qui est perpendiculaire, c'est celle-ci plutôt qu'à 45 degrés. Notamment quand on va atteindre, on utilise après les diagrammes VSEPR, où on a justement des orbitales qui sont à 60 degrés, et ben, c'est important d'avoir un référentiel le plus orthonormé avec un axe qui est perpendiculaire au plan. Pour les orbitales D, même topo, et en fait il n'y a que deux formes à connaître. Il y a celle-ci et celle-ci. Il y en a 4 qui ont la forme comme ça. De ces 4-là, il y en a une qui est selon X et Y. Les 3 autres sont entre les axes. Et celle-ci, en fait, elle est le long de l'axe Z. D'accord ? Et donc, elle est perpendiculaire à celle-ci. Et sur XY, il y a un donut. Au passage, en 3D, ça fait ça. Hein. Quand on va utiliser... On va vouloir faire l'équation de Schrödinger maintenant avec plusieurs électrons. On va être bloqué. Sur la partie cinétique, notée T, d'accord, on aura les électrons et les noyaux. Les noyaux, on a dit qu'on va pouvoir dire que ce terme-là, c'est nul. Le terme, ici, pour chaque électron, il y aura un terme d'énergie cinétique. C'est laborieux, mais ça se fait. Par contre, électron-noyau. Les noyaux sont fixes, donc chaque électron va ressentir tous les noyaux. On sait faire. Répulsion entre les noyaux, chaque noyau est fixe, donc on peut faire. Par contre, la répulsion entre les électrons, on ne peut pas faire, parce que les électrons sont mobiles. En fait, leur position dépend de l'un l'autre, et ils sont en plus en déplacement. Ça veut dire qu'il y a n électrons en déplacement reliés instantanément l'un l'autre, c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres. Les électrons sont corrélés les uns avec les autres, et ça, on ne peut pas le faire de manière analytique. Donc il faut une méthode approchée. On avait d'ailleurs présenté dans les épisodes 13 et 14, puis après on était revenu sur ce problème pour la boîte de potentiel en variationnel, 23, 24 et 25. On avait travaillé sur le fait que nos fonctions d'onde approchées ne seront jamais plus adaptées que ce que fait la nature. Et quand on part sur ce postulat-là, qui peut être démontré, mais là, moi je vous le présente un peu comme un argument presque philosophique, c'est on ne peut pas battre la nature à son propre jeu, il n'y a pas de raison qu'elle soit à un état moins stable que ce que nous on pourrait imaginer. Dès lors, l'énergie exacte, on ne l'aura pas et on sera au-dessus. C'est-à-dire que l'énergie que l'on va calculer, alors on l'appelle SCF parce qu'on dit Self-Consistent Field, ça veut dire d'un champ autocohérent. C'est-à-dire qu'on va considérer un électron, on va améliorer sa fonction et tous les autres on moyenne leur endroit. On leur dit bougez plus, je place celui-ci, puis après je passe comme ça, etc. Jusqu'à ce que je n'arrive pas à améliorer. Et donc en fait mon champ est autocohérent, c'est-à-dire qu'en fait je suis arrivé à une convergence et que je ne peux pas faire d'amélioration avec les outils que j'ai choisis. Et la différence entre cette énergie approchée et l'énergie exacte, on l'appelle l'énergie de corrélation parce qu'elle est due à un déficit de notre capacité à réellement prendre en compte la corrélation interélectronique instantanée. Ça, en pratique, nous, dans le cours, comment ça va se manifester ? Eh bien, plutôt que de calculer l'équation de Schrödinger d'un système moléculaire, nous allons prendre les solutions atomiques et on va les combiner les unes avec les autres. Donc on va fabriquer des orbitales moléculaires, liantes, antiliantes, non liantes, qui dépendent en fait d'une interaction entre nos différents fragments. Et on a commencé dans l'épisode 16 à faire nos premiers diagrammes d'orbitales moléculaires, OM, orbitales moléculaires, CLOA, combinaison linéaire d'orbitales atomiques. Et ça, c'est parce qu'on a choisi d'avoir des fonctions monoélectroniques
et de pouvoir les écrire comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Et ça, c'est une approximation. D'accord? On avait d'ailleurs vu que si on fait ça, juste avec la 1s avec la 1s, on est à 90% de la vraie réponse. Sauf que le pourcentage d'erreur, il est non négligeable, c'est presque l'erreur d'une liaison chimique. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce que juste une sphère, c'est pas logique. Quand on regarde ici la fonction, on voit que la sphère, elle n'est pas centrée autour du noyau. On voit qu'elles sont attirées l'un vers l'autre, parce qu'ici, il y a une charge positive qui va attirer l'électron de l'autre. Et ça veut dire qu'au centre, il y a plus de densité électronique, il y a un peu plus de la fraction d'électrons qu'à l'extérieur, si on imaginait quelque chose qui était purement sphérique de chaque côté. Et ça, c'est effectivement l'impact d'un noyau sur l'autre. Alors que quand on utilise juste une combinaison d'orbitales atomiques, là, avec que la 1s, on n'y arrive pas trop. Alors pour ça, ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre un petit peu de 2p. Non pas qu'il y a un électron dans la 2p de l'hydrogène, c'est qu'on va polariser la liaison, on va polariser nos orbitales en lui permettant de casser la symétrie sphérique. Et à partir de là, on était plus près du 99,99%, d'accord, de la réalité. Bon, quand on va faire les diagrammes d'orbitales moléculaires, nous, on va utiliser ce qu'on appelle une base minimale, c'est-à-dire qu'on va juste prendre les S, on ne va pas les polariser. À un moment donné, quand des fois, il y a possibilité entre la S et la P, on va les hybrider. Mais voilà, on ne fait que ces cas-là bien flagrants. Par contre, ça ne veut pas dire que quand on va travailler sur des systèmes hydrogène-hélium, dont les orbitales atomiques n'ont pas la même énergie de départ, on ne va pas polariser notre liaison. On va le faire parce que là, c'est flagrant. C'est-à-dire que quand l'hélium et l'hydrogène vont se combiner, la liante ici, en fait, elle aura un poids plus important. L'électron, il est attiré sur l'atome le plus électronégatif. Et l'atome le plus électronégatif, c'est dans cette orbitale moléculaire, c'est celui dont l'énergie est la plus proche. Donc ici, là, l'hélium est plus proche en énergie de ce niveau-là que l'hydrogène. Et donc la combinaison liante, qui est toujours plus stable que les deux des fragments, elle sera plus hélium qu'hydrogène. On a donc une liaison polarisée. Attention, dans l'antiliante, en fait, on a de nouveau la polarisation, et l'atome ou l'orbitale qui lui est la plus proche en énergie, c'est l'hydrogène, et on aura donc un poids plus important de l'hydrogène dans l'antiliante, mais qui est vide. C'est un niveau fictif. C'est-à-dire que pour que l'électron passe de là à là, il faut lui donner la bonne quantité d'énergie, et très vite, au passage, ici c'est un état excité, s'il n'y a pas d'électron en bas, il redescendra tout seul, par vibration ou par émission de lumière. Alors, les diagrammes d'orbitales moléculaires, combinaisons linéaires d'orbitales atomiques, vont nous permettre de faire plein de choses et de commencer à expliquer plein de choses sur les propriétés des molécules. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir travailler sur les types de recouvrement. Quelle orbitale peut se mélanger avec quelle orbitale? Donc, on va regarder une approche assez simpliste. On va imaginer la direction de l'orbitale. C'est-à-dire que l'orbitale P, là, on va faire un trait le long des deux lobes. D'accord? Donc là, ici, le trait, en fait, il est perpendiculaire au tableau. Et là, il est comme ça. Et là, il est comme ça. Si les deux traits des deux orbitales des atomes voisins coïncident, on va faire un certain type de recouvrement. S'ils sont parallèles, on va faire un autre type de recouvrement. S'ils sont perpendiculaires, il n'y a pas de recouvrement. C'est une combinaison qui n'existe pas. Voici pourquoi je vous encourage à noter ce genre de propriétés avec de la couleur dans vos diagrammes afin de pouvoir très vite voir qui se mélange avec qui. Un diagramme sans couleur ou monochrome, on va dire, et devient très vite illisible. Alors, quand les directions coïncident, on va parler d'un recouvrement sigma. Donc là, on est sur les épisodes 13, 14 et 17. On peut avoir la S avec la S, donc ça c'est du liant, et il y a la combinaison anti-liante à chaque fois. Ou avec du P, S avec P, d'accord, voisin, donc là il y a liant, anti-liant, ou P avec P, liant, anti-liant.
Mais ça veut dire que potentiellement l'orbital S à gauche va pouvoir se mélanger avec l'orbital S et P à droite. Et effectivement, même en canonique, par symétrie, des orbitales S et des orbitales P vont pouvoir se mélanger entre elles et on va voir un mélange entre une orbitale S et une orbitale P, un mélange SP, une forme d'hybridation. Et donc on retombe ici, par exemple, si dans un diagramme on peut avoir et cette combinaison-là et cette combinaison-là, on va se retrouver avec une SP qui va remplacer la S par exemple, et une SP qui va remplacer la P, etc. Et alors il faut bien imaginer, vous imaginez que cette S là, elle est au même endroit que cette P, et en fonction de la combinaison plus ou moins, vous allez grossir et diminuer un des deux lobes. Si c'est plus, le blanc avec le blanc grossit, et le gris diminue. Si c'est moins, ça veut dire que cette orbitale là est grise par exemple, et celle-ci, et donc le gris de grossit. Application lors des épisodes 18 et 19. Nous avions travaillé avec l'hydrogène, puis une série, alors ça peut être F, Cl, au moins, n'importe quel atome qui va faire quelque chose qui va être un diagramme, une molécule HA. En fonction de l'énergie des orbitales 2s et 2p ou 3s et 3p de l'atome, il va y avoir plus ou moins de polarisation des liaisons. Ce qui se passe, c'est que, en tout cas, l'orbital S de l'hydrogène qui pointe vers l'autre atome ne peut pas se mélanger avec ces deux orbitales qui sont perpendiculaires. Donc on aura toujours en fait la rouge et la bleue perpendiculaires à la S et donc non liantes. Puis ici, nous avons et la S et la P qui peuvent se mélanger avec la S de l'hydrogène. Et on a donc bien un mélange, une hybridation. On part de 3 orbitales atomiques là, on aura 3 mélanges. On aura une qui sera très liante, une qui sera très antiliante en haut et une non liante au milieu. Si jamais nous avions, et c'est le cas juste après, N2 par exemple, on aura 4 orbitales noires, et bien on aurait 4 orbitales noires avec une liante, une antiliante et deux non liantes. Vous maîtrisez le recouvrement sigma, vous pouvez donc faire H2, hélium 2, H-hélium, HF, HCl, HO-. C'est pas mal, mais au bout d'un moment, c'est quand même assez limité. Dès que vous allez utiliser ou chercher des diagrammes type N2, O2, C2, F2, etc., vous allez avoir un moment de chaque côté des orbitales type rouge et bleu qui seront parallèles entre elles. Et ça, c'est un recouvrement que l'on appelle le recouvrement pi. Ça veut dire que pour deux atomes, on a un lobe gris qui touche un lobe gris et un lobe blanc qui touche un lobe blanc. Ou alors la version antiliante, un lobe gris qui touche un lobe blanc qui touche un lobe gris. Et donc ici, nous aurons des combinaisons liantes et antiliantes. Pi, pi étoile. Par contre, rouge avec bleu, c'est pas possible. Elles sont perpendiculaires. Quand on travaille comme ça, au système sigma de tout à l'heure, on va voir arriver des interactions pi, et donc en fait bleu avec bleu, ça ferait des interactions comme ça, rouge avec rouge, et on aura donc ici des pi et des pi étoiles. Là ici vous pouvez noter, j'ai pris comme exemple N2 comme rappel, mais on avait travaillé sur N2, F2, CL2, et après vous pouvez polariser, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir NO, CO, CN, d'accord, SO. Tout ça, c'est des combinaisons que vous devriez maintenant être capable d'aborder sans trop de difficultés. En tout cas, ça devrait vous parler. À chaque fois, vous avez donc les orbitales atomiques de la couche de valence de chacun des éléments. Vous allez, par propriété de symétrie, c'est-à-dire par direction, vous allez leur mettre un code couleur. S'il y a 4 noirs qui peuvent se mélanger entre elles, vous aurez une liante avec les champignons l'une vers l'autre, une antiliante avec les champignons l'une vers l'autre, mais de signes différents, et 2 qui seront non liantes
d'accord, avec les champignons à l'extérieur. Celle-ci, là, elle est un peu antiliante ici, parce que c'était anciennement l'orbitale avec les deux orbitales S en antiliant, et celle-ci, c'était avant la combinaison liante P avec P, qui est maintenant moins liante, donc qui est remontée en énergie, avec les deux lobes à l'extérieur. Et effectivement, là, pour N2, ce niveau-là est même passé au-dessus des pi. Alors, pour N2, elle est au-dessus, même pour CN, en fait, elle est au-dessus. Par contre, pour O2, elle est à peu près en dessous, ou même à la même énergie. En règle générale, ça dépend en fait de chaque diagramme, puisque ça va dépendre en fait de la différence d'énergie entre P et S. Et grosso modo, pour faire simple, dans ce genre de composé, la homo, là, le niveau occupé, ou en tout cas ce niveau N là, il est au-dessus des pi tout le temps, sauf pour O2, F2 et OF, qui n'existent pas vraiment. Mais voilà. Tous les autres, vous pouvez considérer qu'il est au-dessus. Bien. Alors, à partir de là, vous avez des sigma, des pi. Vous travaillez en canonique, parfait. Mais en chimie organique, on vous présente souvent et on vous parle d'orbital hybridé et de la méthode des hybridations par VSEPR. C'est-à-dire que c'est une autre méthode qui parfois coïncide, parfois dit des choses différentes. Elle peut être plus rapide, par contre elle peut nous amener à une impasse. Donc c'est important que vous soyez capable de faire les deux, de jongler avec les deux, et de ne pas faire que VSEPR, et de pouvoir comprendre les VSEPR quand vous maîtrisez bien les canoniques. Comment ça marche pour les orbitales hybridées? Donc c'était l'épisode 17. En fonction du schéma de Lewis que vous utilisez, de la formule développée. Et donc c'est là en fait le point clé. Vous devez avoir un schéma de Lewis qui correspond à votre chimie. Et si des fois VSEPR ça ne marche pas, c'est que des fois ce qui semble être un bon schéma de Lewis ne l'est pas. Ou en tout cas ça ne correspond pas à la réalité. Et notamment VSEPR, ça marche bien quand il n'y a que des interactions à deux électrons et qu'il n'y a pas d'électrons célibataires, etc. Ou alors s'il y a un électron célibataire, en fait il n'est pas dans une liaison à une interaction avec 1, 2 ou à 3 électrons. Et donc ici, en fonction de VSEPR, il avait fait un exercice là-dessus, vous pouvez en fait regarder combien ils ont de voisins et de doublés. Et vous comptez. Donc s'ils ont un voisin et un doublé, vous avez besoin de deux orbitales hybridées. Vous allez prendre une orbitale sp mélangée. Il y aura une sp vers la gauche, une sp vers la droite. S'il y a trois voisins, ou deux voisins et un doublé, ou un voisin et deux doublés, vous aurez besoin de trois orbitales hybridées, et il vous restera une orbitale P. On parle ici de sp2. Par contre, pour faire ça, il vous faut absolument bien dessiner, et dans votre tête, imaginez que voilà, votre schéma de Lewis, ça veut dire avec des angles à 120 degrés, et ils sont comme ça. Et vous devez dessiner votre SP dans les orientations prévues par VSEPR. D'où en SP3, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on est en type AXE3 ou AXE4 ou AX2E2, etc. Vous avez une forme de tétraèdre, l'atome est au centre, il part dans des directions à 109 degrés. Eh bien, faites attention, ne mettez pas vos SP toutes dans la même direction, c'est pas possible. Il faut que ça forme un tétraèdre. Soyez bien clair quand vous allez dessiner. Je passe souvent dans des schémas VSEPR où vous n'y accordez pas d'importance et en fait vous-même vous faites avoir. Parce qu'après vous allez mélanger des orbitales qui sont pas... Enfin, c'est pas prévu dans le diagramme parce que dans votre tête, vous n'avez pas vu la visualisation en 3D de vos orbitales SP. Et vos SP3 ou SP2, etc. pointent là où VSEPR est prévu. D'où H- en VSEPR. On a donc là ici, par exemple, pour l'oxygène, 3 doublés et un atome lié. Ça nous fait donc 4 voisins. On prend une direction SP3. Il y a une des SP qui pointe vers l'hydrogène, les trois autres sont dans les directions B, C, D du tétraèdre et formeront les trois autres doublés. Normalement, quand vous travaillez bien, vous devez absolument retrouver dans votre diagramme d'orbital moléculaire votre VSEPR. Sinon, c'est que vous êtes trompé quelque part. Pour N2, même topo, ils ont un voisin, un doublé,
Et en fait, le reste des électrons, bah, c'est les doubles et triples liaisons. Donc, les orbitales p qui vont faire la double et triple liaison, on ne les hybride pas, et on a donc une sp de chaque côté. Là, il y a une sp, donc ici en noir, qui pointe l'une vers l'autre, ça va nous faire le sigma. Les autres sp pointent à l'opposé et font des doublés. Alors, par rapport au canonique, on voit une petite différence, c'est que normalement, en fait, en hybridation, on va localiser les liaisons et les doublés, et donc on aura des niveaux où le doublé est totalement à gauche ou totalement à droite. Alors qu'en canonique, en fait, on va avoir un mélange. On aura un doublé qui est plus bas en énergie, qui sera et à gauche et à droite, et un qui sera plus haut en énergie, et à gauche et à droite. Puis, on a les orbitales pi, et donc là, les orbitales pi, généralement, entre canonique et VSE pair, ça correspond. D'accord ? On aura une petite différence après, vers la fin du cours, en CO2, mais de manière générale, ça correspond. Après, on arrive enfin au système à plus que 2 atomes. D'accord ? Quand on maîtrise bien le sigma, le pi et les combinaisons à 2 atomes, quand on est à 3 atomes, il va y avoir un petit point de vigilance. Comment on va séparer en 2 fragments ? On travaille toujours que 2 fragments. Eh bien, on a un atome central, ça va être un fragment, et les atomes autour, ça va être l'autre fragment. Et donc, on va avoir, lui, on aura les orbitales S et P, et on va avoir le fragment, là ici par exemple, H2. Mais H2 avec des hydrogènes séparés, donc plutôt H, H, c'est-à-dire H et H séparés. Mais on va reprendre en fait le diagramme de H2. Mais après, quand on a fait le diagramme A3 par exemple, avec 3 hydrogènes en triangle, et pour pouvoir le faire, il vous faut les orbitales du fragment H3 ou H4, etc., adaptées à la symétrie. Alors généralement, ça vous est donné, d'accord ? Et c'est ainsi comme ça qu'on a fini pour les systèmes, par exemple avec les 6 hydrogènes. Je vous ai donné les orbitales, je vous ai montré un peu comment on peut y arriver, mais en règle générale, ça c'est donné. Et par contre, après, c'est assez facile. Sauf qu'il n'y a pas que l'orientation qui compte. On va aussi regarder le plan, pour ce système-là, la propriété de symétrie par rapport au plan. Alors pourquoi ? Eh bien ici, j'ai mes orbitales du beryllium, par exemple, ou de l'hydrogène, ou de l'oxygène, ou peu importe. Et à droite, j'ai mes orbitales de H2, ou H. J'ai ma combinaison liante, enfin anciennement liante, mais là ils sont tellement séparés qu'il y a presque plus d'interaction liante, et anciennement antiliante, d'accord ? Donc c'est mon diagramme en fait de H2, mais séparés avec très peu d'interaction. Donc ces deux niveaux, ils ont presque le niveau d'énergie d'une orbitale H toute seule. Ces deux orbitales-là, en fait, pointent vers le centre. Mais ici, il y a du blanc et du gris, et là, il n'y a que du blanc. Et quand il n'y a que du blanc, ça va marcher avec cette orbitale, par exemple, S, et on va faire une combinaison qui sera totalement liante, sigma à gauche, sigma à droite, ou antiliante à gauche, antiliante à droite. Mais si on place l'orbitale S là dans celle qui est antisymétrique, c'est-à-dire qu'elle est l'image miroir l'une de l'autre, mais en changement de signe, et dans ce cas-là, on voit bien que là, ce serait soit liant à gauche, soit liant à droite, mais antiliant de l'autre. Et donc, en fait, cette orbitale-là n'a pas la bonne propriété de symétrie pour se mélanger avec celle-ci. Et donc, celle-ci est antisymétrique par rapport au plan, qui coupe la molécule en deux. Donc on lui donne un autre coup de couleur, et il s'avère qu'il y a une autre orbitale qui pointe vers les deux hydrogènes, qui est aussi antisymétrique, puisque le lobe de gauche devient le lobe de droite au signe près. Il change de signe, donc il est bien antisymétrique. Et donc il est sigma, antisymétrique, il va pouvoir se mélanger avec la rouge, en liant, en antiliant. D'où ici on aura une interaction liante à gauche, liante à droite, antiliante à gauche, antiliante à droite. Et par contre, celle-ci qui est perpendiculaire et celle-ci qui est perpendiculaire ne peuvent se mélanger avec aucune de ces deux-là. Elles seront donc non liantes. Non liantes mais vides. Donc c'est pas toujours, les non liants, c'est pas toujours des doublés, ça peut être des lacunes électroniques. Quand on fait l'indice de liaison à plus que 2 atomes, on a en fait le nombre d'électrons liants total, là on a 4 moins 2, ça nous fait 2 liaisons, mais 2 liaisons entre 3 atomes. Donc c'est comme s'il y avait bien une liaison à gauche et une liaison à droite. Sauf qu'en canonique, on n'a pas une orbitale
une liaison totalement à gauche et une liaison totalement à droite, on a des niveaux, des électrons, qui permettent de justifier l'interaction entre le beryllium et les deux hydrogènes en même temps. Donc effectivement, quand on utilise des orbitales canoniques, on a des liaisons qui sont délocalisées. Alors que quand on va traiter en VSEPR, on va utiliser cette fois-ci des orbitales des fragments totalement localisés à gauche et à droite. On va avoir des orbitales hybridées vers la gauche et vers la droite. Et on aura donc, pour une orbitale moléculaire, une liaison à gauche, une liaison à droite. Là encore, l'hybridation, ça peut aller très vite, ça peut être très simple, mais ça dépend de la qualité de votre formule développée. Si votre formule développée est en fait pas bonne, ben vous allez avoir un mauvais diagramme. S'il est représentatif, il n'y a pas de problème. Donc moi, ce qui m'intéresse quand vous commencez sur cette matière, c'est d'être capable de faire les deux et d'avoir un regard critique sur les deux. Si vous voyez des différences, déjà ça vous permet de vous relire. Relisez-vous, est-ce que par hasard vous n'avez pas fait une erreur? Si la différence est bien constatée, eh bien, essayez de revenir à la source d'erreur. Et donc notamment, on pourrait discuter, c'est ce que je fais souvent dans les examens, je vous donne des données empiriques, des données de réaction, de réactivité, et est-ce que ça correspond à ce que vous pouvez attendre avec les diagrammes? Et là, ça devient intéressant. Épisode 29, nous avions travaillé sur le CO2. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on va avoir des interactions pi en plus. Donc ça, c'est probablement le diagramme où il y a le plus d'interactions. On avait des sigma, du mélange sp, des non liantes, des pi délocalisées, des non liantes avec rien du tout au milieu, etc. Donc là, ici, c'est pas plus dur que BEH2, il faut juste être très méthodique, bien faire attention. Les erreurs que je constate dans le CO2, c'est quand on ne met pas les codes couleurs, on ne fait pas attention, et dans ce cas-là, en fait, vous tombez sur des mauvaises combinaisons. D'accord? Ou vous oubliez des combinaisons possibles, des recouvrements. Ce qui était intéressant, c'est que là, on commençait à faire une molécule qui chimiquement tient la route, et on était allé regarder donc là, HOMO et la LUMO. Et dans les systèmes en fait à plusieurs atomes, en regardant la HOMO ou la HOMO-1, et on voit, en regardant comment elle peut évoluer en faisant changer la géométrie, on pouvait faire un diagramme de corrélation. Donc là, si on prend CO2 et on referme l'angle CO2, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du CO2 linéaire, on va faire un CO2 coudé, cette orbitale-là devient antiliante, cette orbitale-là devient pi antiliante, et donc ces deux orbitales montent en énergie. Or, une molécule a tendance à avoir une géométrie, elle a une géométrie qui minimise son énergie. Et souvent, ça correspond, si on voit une variation dans l'énergie de la HOMO, à la géométrie qui a la HOMO la plus stable. On avait pu voir par exemple que sur H2O, c'était pas que la HOMO, il y avait aussi la HOMO-1, etc. Mais en règle générale, là c'est flagrant, on voit apparaître une interaction antiliante, et ça c'est pas favorable. Le CO2 préfère être linéaire. Et donc vous voyez, on n'a pas besoin de VSEPR pour savoir que CO2 est linéaire. En utilisant juste le canonique, on peut déjà prédire la géométrie des molécules. Et on peut aller plus loin. En regardant la HOMO et la LUMO et leur énergie, on va pouvoir faire de la réactivité. Donc ici, on a parlé du CO2. On a donc ici, par exemple, un niveau HOMO qui est à moins 10,7, un niveau LUMO qui est à moins 0,1, c'est-à-dire assez bas. Et on avait comparé avec HO-, donc il faut comparer avec les mêmes niveaux d'énergie. C'est-à-dire, en fait, il faut comparer avec les mêmes méthodes d'approximation. Avec la même méthode d'approximation, on avait un niveau ici de plus 1,1 et de plus 4,9. Donc, celui qui veut accepter des électrons, c'est celui qui a la LUMO la plus basse. C'est là où ils seront le plus stables. Celui qui veut donner les électrons, c'est celui qui a le niveau HO le plus haut en énergie. C'est celui qui voudrait se débarrasser des électrons les plus hauts en énergie. Donc ici, là, le donneur, c'est HO-, et en fait, c'est le caractère basique. C'est une base de Lewis. Une base de Lewis, c'est un donneur d'électrons. C'est pareil.
Un accepteur, d'accord? Un acide de Lewis, c'est un accepteur d'électrons. Et donc là ici, qu'est-ce que l'on voit? Que si H- rencontre CO2 dans l'eau, eh bien il va y avoir des électrons de H- qui vont aller sur l'allumeau, et ils vont taper là, et en fait on va voir H- qui va s'accrocher à CO2 pour former HCO3-, le bicarbonate. Donc là on est en train de retrouver de l'acide base sans apprendre par cœur. En regardant les diagrammes, en regardant les niveaux, en regardant les orbitales, on est capable de prévoir la réaction. Ce sera l'objectif de la prochaine série de chimie quantique, où on fera donc de la chimie organique expliquée avec les diagrammes d'orbitales. Et pour ça, il faudra être capable de bien lire les HOMO et les LUMO et de jongler avec leur énergie. Finalement, nous avions terminé avec l'épisode 30, où je vous avais montré, dans le cas où on prend 6 ligands sous forme octaédrique, on avait travaillé sur l'hypervalence et sur le champ de ligand, la partie d'un composé par exemple qui serait octaédrique avec du fer au milieu. Alors, pour obtenir les combinaisons adaptées à la symétrie, c'était pas si facile que ça. Le mieux en fait c'est souvent de les avoir, et on en a une qui serait totalement symétrique, on en a après ici qui sont dégénérés et qui seraient que sur une diagonale avec un changement de signe, et après on en a un qui serait sur ce plan carré ou sur l'ensemble, mais ici avec la même couleur et une couleur opposée ici. Et ça veut dire en fait là vous pouvez voir que ça c'est adapté à la symétrie de l'orbital S, adapté ici aux orbitales D et ici aux orbitales P. Et effectivement, ce sont donc des combinaisons d'orbitales atomiques pour le fragment extérieur qui sont adaptées à la symétrie de notre diagramme. D'où, à partir de là, on a des orbitales de symétrie A1, T1U, EG, et des orbitales A1, T1U, EG et T2G pour le soufre, par exemple. Et on avait remarqué que, en fait, on est capable de comprendre SF6 et de faire 4 liaisons qui seraient la noire et les 3 bleus, sans avoir d'orbital D. Mais pour comprendre les deux autres liaisons, donc pour avoir la liaison 5 et 6, on va dire, eh ben, il faut faire intervenir des orbitales D, et c'est ce qui se passe parce que les orbitales D du soufre sont pas si hautes en énergie. Elles sont vides, mais elles sont pas si hautes en énergie. Et ça veut dire qu'elles peuvent interagir par symétrie, et ça permet de stabiliser ces deux orbitales-là, et on a donc effectivement une forme d'hypervalence, même en canonique. Pour le faire, attention, quand on utilise les composés avec des métaux de transition, il s'agit de l'orbitale n-1d dans la couche de valence, et pas la nd qui serait au-dessus. Donc c'est la n-1d qui est juste en dessous en énergie. Okay, et donc là ici, parce que les ns et np, elles, sont trop basses en énergie. Donc on a ici les électrons, les derniers électrons occupés des métaux sont souvent là, parfois ici, ou un mélange des deux, et ces orbitales P sont vides. Mais elles font partie de la couche de valence, et elles sont nécessaires pour comprendre le diagramme. On avait donc ici un bloc avec 6 liaisons sigma, et un bloc non liant qui dépendait en fait des orbitales D qui passent entre les axes, qui ont comme nom les T2G. Et en fonction du nombre d'électrons, là, s'il y en a plus que 6, ben après, le niveau ici occupé, c'est la EG étoile. Mais en fonction de l'interaction entre l'orbital D et les ligands, si cette interaction est faible, EG étoile est presque à la même énergie que T2G. Et donc, c'est là où on va retrouver en fait des composés à champ fort ou champ faible, et donc haut spin ou bas spin. On a fini. Le cours est terminé. Qu'est-ce que l'on a vu dans ce cours? On a vu un nouveau modèle atomique. Pour Bohr, nous avions un noyau et des orbites. En fait, c'est un système en 3D. L'orbital de Schrödinger, c'est du Bohr, mais en 3D. Et ils ne sont pas bloqués dans une orbite. Ils sont le plus souvent à un certain endroit de l'espace, mais ce n'est pas noir et blanc. Ils ont une répartition spatiale.
On a aussi travaillé sur un modèle, on va dire, plus subtil de liaison chimique. La paire d'électrons, c'est exagéré. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mise en commun de densité électronique. Mais cette densité électronique, ça peut être qu'une fraction de densité. Et à partir de là, on a donc la possibilité d'écrire des interactions qui ne se dessinent pas juste avec un trait, mais avec aussi des petits pointillés. Vous avez pu voir aussi qu'en chimie quantique, on a la théorie, mais on n'a pas les maths. C'est-à-dire que c'est impossible de résoudre réellement un système mathématique complexe, enfin un système chimique complexe. Quand il y a plein d'électrons les uns avec les autres, il faut faire des approximations. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail informatique en réalité dans cette matière. Ici, nous avons travaillé de manière qualitative. On a pris des dessins, on a pris des orbitales de valence, on a fait des combinaisons, et déjà ça nous permet de bien comprendre où sont les électrons, quel type d'interaction, pourquoi certains composés sont plus stables que d'autres, etc. Et les orbitales atomiques et les orbitales moléculaires sont vraiment à la base de toute la chimie de l'enseignement supérieur. Toute la chimie organique s'explique avec ce que l'on vient de faire aujourd'hui. Nous avons pu établir des diagrammes avec des orbitales occupées jusqu'au dernier niveau, la HO, la HOMO, et la première vide, la BV. Et ces orbitales frontalières, c'est le point clé de toute la réactivité d'un composé. Si elles sont bas, haut, en niveau, etc., ce sera des bons donneurs, des bons accepteurs. Il y aura une certaine régiosélectivité. C'est comme ça que s'explique la chimie. Et en fait, ça fait partie de mes compétences de recherche. Moi, dans les nouvelles molécules, quand il y a des réactions que des collègues n'arrivent pas à comprendre, je vais simuler les composés, calculer leurs orbitales frontalières, celles qui sont juste en dessous, et vérifier pour essayer de comprendre si, bah tiens, c'est bizarre, c'était pas l'orbitale qu'on veut, on ne pensait pas que l'électron était forcément là, etc. J'espère en tout cas que ça vous a bien intéressé. Ça fait une sacrée vidéo, d'accord, qui vous sert de révision. Pour les prochaines vidéos, qui seront supplémentaires, je vais vous proposer des annales, c'est-à-dire en gros des examens. Je vais sortir les exercices que je trouve les plus intéressants. Et vous pourrez faire pause, travailler, et vous aurez ma correction juste après. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me donner votre avis. Et je vous souhaite de bonnes études et j'espère que ça vous a bien éclairé. Au revoir.